Je me propose de vous présenter. Ouais. Et puis, je suis en pleine névrose là depuis une heure. Je suis ultra urbaine. Je suis pas une super grande fan de la nature et je me sens vieille. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais on va essayer. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Merci. On a une demi-heure pour débattre de sujets qui aussi animent votre quotidien. Nathalie, tu es directrice générale de Secrets de Voyage. Carrière de plus de 30 ans dans le tourisme. Il faut dire que tu es tombé dedans dès le plus jeune âge, dès le début de ta carrière. Puisque tu as démarré en tant qu'agent de voyage chez Fnac Voyage, puis chez Sun Resort, chez un passage rapide chez Accor, avant de revenir pour monter un TO qui s'appelle Solea Vacances, dans lequel tu es resté près de 16 ans. Tu as travaillé pour les hôtels Attitude basés à l'île Maurice. Et c'est en 2016 que vous rachetez la marque Secrets de Voyage avec François-Xavier Deboire, ici présent. Merci de ta présence. À Austral-Lagon. Bravo. Secrets de Voyage, de nos échanges, tu me disais, n'est ni une agence de voyage, ni un tour opérateur, mais un service de conciergerie qui permet d'accompagner les clients, vos clients, dans les moindres détails, avec positionnement luxe et sur mesure. Et puis, tu as surtout une baseline qui a retenu mon attention. Il n'est pas un rêve que Secret de Voyage ne puisse assouvir. Et il y en a un autre. Elle est plus synthétique. Voilà. C'est impossible n'est pas secret. Voilà. Mélanie, pardon, excuse-moi, Petrilli, tu es directrice marketing et e-commerce d'Hurtigruten en France, sur le marché français. Tu as occupé différentes fonctions au sein du groupe, parce que je crois que tu évolues au sein du groupe depuis plus d'une quinzaine d'années aussi. Absolument, oui. Depuis l'ouverture du bureau à Paris en 2003. Voilà, donc tu connais la marque, la structure par cœur. Absolument. Hurtigruten Group, si vous ne le connaissez pas, c'est une compagnie de croisière norvégienne. Hurtigruten, pas facile à dire. Ça signifie les routes rapides. Exactement. Qui signifie la route rapide en norvégien et qui est bien connu pour son express côtier, qui relie les 34 ports de la côte et qui fait voyager dans les fjords norvégiens depuis plus d'un siècle. Mais c'est que dans les années 90 que l'activité touristique s'est développée. Notamment avec l'express côtier, mais depuis 2020, vous développez aussi un autre produit, on en parlera tout à l'heure, qui est Hurtigruten Expédition, donc un nouveau produit. Donc vous prenez un axe de diversification assez fort, qui correspond, j'imagine, aux besoins de la clientèle. Et vous avez un objectif, c'est d'installer la compagnie, donc spécialiste des croisières d'expédition, y compris dans les eaux les plus chaudes aujourd'hui. Donc vous n'êtes plus spécialiste uniquement... Que du froid. Maintenant, voilà. On peut prendre les maillots de bain aussi pour voyager sur nos bateaux. Alors est-ce que c'est un développement voulu par la marque ou est-ce que c'est plutôt en réponse aux attentes des clients? Tu vas pouvoir s'en dire un peu plus tout à l'heure, on va aborder le sujet. Toutes les deux, vous avez en commun la recherche, l'acquisition et la fidélisation de clientèle dite premium ou luxe. C'est tout le débat de cette table ronde sur les nouvelles exigences du premium. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, moi je dois avouer que je suis un peu perdu dans tous ces termes. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous également. Quand on parle de haut de gamme, on en parlait tout à l'heure sur une autre table ronde, sur le train, le grand tour du Puy du Fou. On parle de premium, on parle de luxe, on parle aussi d'ultra luxe, qui sont censés qualifier donc, ce segment de clientèle. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez éclairer ma lanterne sur ce qu'est votre propre définition alors, du premium ou du luxe en fonction du segment qui vous appartient. Mélanie, je crois que vous êtes plutôt positionnée sur le premium, hein, c'est ça? Oui, nous on est absolument positionnés sur le premium parce que en fait, chez nous, le luxe, l'unique luxe va être la destination, en fait, et la destination et la manière dont on va la faire découvrir à nos passagers, puisque nous, de toute façon, notre philosophie est de dire que nos voyages se font dans la plus grande simplicité et l'authenticité, c'est-à-dire qu'à bord, on peut venir comme on est. On n'a pas besoin de mettre son costume, il n'y a pas de soirée du commandant, il n'y a pas de service 5 étoiles. C'est vraiment, voilà, quand on est sur le pont du bateau et qu'on est dans ce décor-là, bah, c'est ce qui fait le luxe. Alors après, pourquoi on dit qu'on est premium? Parce qu'évidemment, ce type de voyage a un coût. Et on est sur des paniers moyens, si on prend l'Antarctique, qui sont autour des 7 à 10 000 euros par personne.
Donc c'est pour ça qu'on qualifierait notre produit de premium. Après, aussi, quand on disait le luxe, en fait, c'est l'exception, c'est les destinations, parce que on aime dire que nos bateaux vont là où les autres ne vont pas. Et puis c'est quelque chose qui est pleinement dans l'ADN des Norvégiens, c'est-à-dire que les Norvégiens sont des grands explorateurs. Donc eux, ils veulent découvrir le monde, ils veulent aller vraiment... si vous prenez un Norvégien, le week-end, déjà ils habitent au milieu de la nature, ils sont très peu d'habitants par rapport à la surface du pays, et le week-end, ils vont dans leur petit chalet, parfois sans eau et sans électricité, pour vraiment être au centre de la nature. Et en fait, c'est toute cette philosophie qu'on transmet dans nos croisières, et donc on va sans cesse à la recherche de destinations, donc comme on peut voir l'Antarctique, le Spitzberg, le Groenland, mais donc vers des destinations les plus chaudes maintenant avec les Galapagos. Mais par exemple, on a lancé l'archipel de Bissagos, qui est au large de la Guinée-Bissau, qui est un archipel totalement inconnu où aucun autre bateau ne va, mais les Norvégiens, eux, veulent aller à la découverte et emmener les clients sur ces contrées qui sont inaccessibles souvent par d'autres moyens que le bateau, et vraiment vierge, on va dire. Alors évidemment, les Norvégiens sont très axés sur le développement durable, bien avant nous. C'est une prise de conscience qui a été faite, je veux dire, qui fait partie aussi de leur ADN, comme l'exploration, et donc ils travaillent sur toutes les manières de préserver l'environnement, et en tout cas de laisser l'empreinte la plus minime sur les voyages qu'on fait. Nathalie, luxe, en notre luxe, je crois que tu as écrit une tribune à ce sujet Oui. sur Mr Travel qui est très éclairante. Luxe en notre luxe. Je crois que tu as une vision assez précise du luxe. Et pour toi, c'est pas qu'une question de revenus? C'est pas qu'une question de revenus, c'est surtout c'est difficile d'enfermer en une seule définition. Enfin, on a très souvent voulu opposer le luxe en y mettant toute l'arrogance, quelque chose de très démonstratif. L'exhibition des richesses, tu disais. Voilà, exactement. Et c'est vrai que je trouve que c'est très réducteur que de vouloir l'enfermer dans une définition précise. Le luxe, finalement, aujourd'hui, je considère que c'est ce qu'il va faire plaisir à un client. Pourquoi faut-il toujours le qualifier comme étant brillant de 1000 étoiles quand il s'agit d'un hôtel? Pourquoi faut-il le qualifier par le coût du voyage que l'on aura dépensé? Ça peut être juste l'accomplissement d'un rêve, d'un événement particulier. On parlait tout à l'heure, et quelqu'un le disait très bien, sur le fait que le consommateur était multiple. Il est multiple à la fois pour faire une aventure à 250 € au coin de la rue, et comme ce même consommateur va avoir envie, pour un moment tout à fait exceptionnel, de s'offrir un voyage qui va lui ressembler, qui va lui faire éminemment plaisir. Et c'est ça ça va être ça le vrai luxe. Un grand explorateur, et je crois que je le disais dans ma chronique, Saint-Exupéry disait que le vrai luxe, c'était d'unir les gens. Et j'en ai l'intime conviction, c'est vraiment ça. Le client luxe peut aller chez Chanel et chez Zara en même temps. En même temps, voilà. Oui. Je te cite, tu dis que le premium, c'est satisfaire l'envie d'un client d'aller vers un certain standing, dans un palace par exemple. Mais ce n'est pas du luxe. Le luxe, c'est la réalisation d'un plaisir qu'est le sien, quand on me parle. Donc effectivement, qu'on pourrait, sans rentrer dans un discours philosophique, on peut aller assez loin. C'est pas qu'une question de prix, c'est pas qu'une question de revenus, c'est pas qu'une question de segmentation. C'est surtout une question de réalisation de ce qui nous fait au plus profond de nous plaisir. On réalise, nous, des voyages pour des clients qui sont où on n'est pas en quête du palace, on est en quête de l'expérience et d'un moment fort qu'il a envie de vivre. Je pense tout récemment, on a eu un groupe qui est parti en Repdom. On l'a tous vu là récemment aux entreprises du voyage, qu'on n'est pas toujours sur une hôtellerie extrêmement luxe. Pour autant, on a réalisé une envie forte de certains de nos clients qui était d'aller sur le terrain des fumeurs de cigares, des fabriques de cigares, et on a construit tout un itinéraire sur ce thème-là. Et là aussi, on n'était pas que dans du palace, mais on était au cœur du sujet qui était leur envie. Et c'est cette satisfaction qui a rendu ce voyage tout à fait luxueux. Donc on peut faire du luxe en République dominicaine. Tu disais aussi que c'est typiquement ça pose socialement quand on va
à Maurice, quand on va dans des destinations lointaines ou qui sont même très segmentantes, effectivement, ça pose socialement. Mais on peut aussi aller en République dominicaine et consommer du luxe dans un lieu qui, a priori, ne s'y prête pas. Oui, c'est vrai. Et j'avais ce débat avec un hôtelier en Tunisie le week-end dernier où j'étais. Un hôtel au milieu du désert, à Tozeur, seul au monde, sans liaison aérienne. Et où je lui disais qu'il y avait un gros travail au-delà de faire connaître le produit, qui était le travail que devait faire aussi une destination, un office de tourisme, pour positionner aussi, parce que là, pour le coup, socialement, ça ne le fait pas de dire « je suis allé en Tunisie ». Et quand un client dit qu'il est parti faire un très beau voyage en Tunisie, il va donner la marque hôtelière dans laquelle il est descendu, mais rarement la destination. Il va dire « je suis allé au Four Seasons », mais rarement en Tunisie. À l'inverse, je pense à elle parce qu'elle est en face de moi et que ça a été un de mes plus beaux voyages dans ma vie, les Bahamas. Quand on dit on peut aller peut-être dormir chez l'habitant, mais d'avoir dit j'ai été aux Bahamas, on a à peu près tout dit dans la vie. C'est l'accomplissement. Et est-ce que pour toi, le luxe, c'est quelque part une forme de désindustrialisation ou déstandardisation du tourisme, en tout cas dans la manière que vous avez de concevoir les offres, les parcours, les itinéraires pour vos clientèles? C'est clair qu'en tous les cas, chez Secret de Voyage, c'est complètement... il n'y a aucun... D'ailleurs, nous n'avons strictement aucun programme préétabli. Je n'ai pas souvenir, et je ne crois pas qu'aucune de mes collaboratrices ne fasse jamais 2 fois le même voyage pour quel que soit le client. Dans l'année, ça nous aiderait sûrement en termes de productivité de pouvoir 2 fois de temps en temps recycler un peu le produit, mais ça n'arrive quasiment jamais et en même temps c'est ce qui rend passionnant ce métier et ce segment de clientèle, c'est qu'on est tout le temps en mode créativité. On invite le client avec 2 orientations possibles, soit il vient avec une idée très précise et effectivement là on exauce les vœux, soit il est en quête d'inspiration, et là aussi, c'est à nous de jouer. J'avance un petit peu dans le débat. Mélanie, vous avez développé donc un nouveau produit qui s'appelle Hurtigruten Expédition. Comment fait-on quand on est une grande entreprise, qu'on a un savoir-faire particulier comme le vôtre sur un type de produit spécifique, et que du jour au lendemain, il faut ouvrir ou s'ouvrir à une nouvelle offre, à une nouvelle demande de séjour sur lequel vous n'avez pas forcément été, en tout cas, habitué à développer ces dernières années, et surtout qui diffère de votre cœur de métier, votre cœur d'expertise, qui était de proposer, je caricature, mais des séjours dans les fjords norvégiens. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, à la base, donc, on était l'Express côtier de Norvège, donc une ligne maritime régulière, avec une délégation de service public qui existe depuis 130 ans, donc vraiment un produit qui est ancré, un itinéraire qui ne change pas. Et depuis à peu près depuis 2005, on faisait l'Arctique et l'Antarctique, mais on avait des bateaux de petite capacité, 1 ou 2 bateaux de 200 passagers, donc c'était très limité en termes de capacité. Et en 2016, la compagnie a pris un virage avec la construction, le lancement de la construction de 2 nouveaux navires de 500 passagers chacun, 2 navires hybrides, donc équipés de batteries. Et aussi avec du coup une offre au niveau de l'hébergement beaucoup plus confortable que ce qu'on avait avant, parce que comme je le disais, les Norvégiens sont des explorateurs, et eux, la taille de la cabine, s'il y avait 2 lits séparés, pour eux c'était vraiment pas un sujet, et on pouvait aller, voilà, le confort des cabines n'était pas un sujet. Et c'est vrai qu'il y a eu une vraie prise de conscience à ce moment-là, de se dire ok, on fait de la découverte, ok, on fait de l'exploration, mais on peut aussi le faire dans des conditions de confort. Quand on reste à bord d'un bateau pendant 2 semaines, c'est sûr qu'on est un peu mieux dans une cabine qui fait 25 mètres carrés plutôt que dans une cabine qui en fait 12. Donc ça a été une vraie révolution au niveau de la compagnie. On peut voir sur les images aussi donc les bateaux qui ont été construits. Donc en haut, c'est les 2 derniers bateaux qui ont été lancés en 2019 et 2020. Donc dans design scandinave, enfin vraiment des matériaux de qualité, des cabines spacieuses, la plupart avec balcon. Et en bas, la rénovation de notre navire, le Fram, qui était vraiment notre navire d'expédition emblématique, qui reliait l'Arctique à l'Antarctique, qui porte le nom du premier bateau d'expédition d'Amundsen. Et donc on était, vous voyez la cabine avant,
et la cabine maintenant. Donc on ne peut pas changer la taille de cabine sur ce bateau, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'offrir un confort, des lits doubles. Sur les nouveaux bateaux, on a aussi maintenant une piscine, un spa. Donc alors certes, ça touche peut-être pas tous les clients, parce que les clients historiques qui aimaient voyager sur ce bateau Fram, ils se disent mais peut-être que nous on n'a pas besoin de tout ce confort, mais voilà, ça nous permet d'aller toucher une nouvelle clientèle, justement cette clientèle premium qui veut pouvoir aller en Antarctique, écouter des conférences à bord, mais qui est contente peut-être d'aller se payer un massage après un débarquement. C'est vrai qu'il y a une stratégie forte de premiumisation des navires, des équipements, des services à bord. On le voit sur les images, mais il semblerait que ce ne soit pas la seule et unique attente des clientèles, c'est-à-dire simplement d'être confortablement installés, de bien manger. Ils sont aussi avides et en quête d'autres types d'expériences qui reposent pas uniquement sur du produit, mais sur absolument. Qu'est-ce que je peux apprendre de plus, quoi. Voilà, tout à l'heure on parlait des itinéraires, donc des itinéraires très pointus, et puis à bord. Alors nous on n'a pas de salle de spectacle, pas d'animation, parce que l'animation, comme on l'a vu, elle se passe dehors, et aussi on a des centres scientifiques. Et des experts, des biologistes, des géologues, des climatologues qui sont là à bord pour essayer de donner les clés de la destination, parce qu'évidemment on va dans des destinations qui sont très préservées. On le fait dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles, et en tout cas on a des équipes à bord qui sont vraiment là pour donner les clés de comprendre les changements climatiques, de comprendre pourquoi, de donner plus d'informations sur la faune, la flore. Même sur nos bateaux en Antarctique, on fait des relevés pour les scientifiques, parce que ça coûte trop cher au centre de recherche d'envoyer des bateaux faire des relevés aux mêmes endroits toutes les semaines. Mais nous, comme on y va, ça permet de transmettre des informations pour justement voir les changements climatiques et pouvoir les étudier. Et ça, c'est une vraie demande. Enfin, c'est une demande. C'est vous qui avez développé le produit, des expériences nouvelles, parce que j'imagine que ça demande du temps, de l'énergie. On ne lance pas des nouvelles expériences d'exploration avec de la recherche scientifique, parce que j'imagine que vous faites participer, vous impliquez vos clients. Oui, non, mais c'est une vraie, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN de la compagnie, et ce depuis longtemps. On est une des premières compagnies à avoir abandonné le fuel lourd, mais ça en 2009 déjà. Donc quand il y en a qui disent, quand certaines compagnies disent nous on va le faire d'ici 2030, nous on l'a fait depuis 2009. Et puis en Norvège, ils travaillent beaucoup avec des centres de recherche, des organisations non gouvernementales, pour justement savoir comment on peut limiter l'impact. Sur la ligne de l'Express côtier, là, on commence à lancer les recherches pour avoir le premier bateau zéro émission d'ici 2030. Bon, le Covid n'aura épargné personne, et surtout pas Secret de Voyage. De manière générale, tous les acteurs positionnés sur le premium et le luxe, comment on fait pour maintenir le lien, la relation avec ses clientèles, malgré une période de crise, puisqu'en fait on n'a rien à vendre, mais beaucoup de choses à proposer quand même. Et je crois que vous avez développé quand même un certain nombre d'actions qui ont permis de continuer d'exister, de ne pas perdre le lien avec ces clientèles qui, dans le luxe et le premium, nécessitent une attention particulière. Non pas que je minimise cet effet-là sur les autres types de clientèle, mais là on a une cible luxe qui mérite qu'on puisse y apporter une réponse immédiate, d'expliquer comment on fait pour garder le lien, le contact pendant toute cette période-là. Puis, est-ce que les actions que vous avez développées ont été pérennisées par la suite? Est-ce que vous avez finalement trouvé dans ces nouveaux relais de communication quelque chose d'assez sympathique, même agréable, et pour pouvoir le poursuivre, même dans cette ère post-Covid? Nathalie, vas-y, je t'en prie. C'est mal connaître la bavarde que je suis. Bien sûr qu'on n'avait rien à vendre, mais on avait toujours beaucoup à dire. Voilà. Et effectivement, en fait, très rapidement, après le passage à détricoter tous les dossiers que nous avions, le rapatriement des clients, etc., je passe ces étapes glorieuses de toute notre industrie. Il y avait deux solutions. Soit on attendait gentiment que le train passe et on voyait si on était toujours vivant quelques mois plus tard, bien qu'on avait la naïveté de croire que ça n'allait durer que tellement peu de temps.
soit on se disait, c'est même pas on va prendre la parole, c'est surtout on va maintenir le lien avec nos clients. D'abord parce que eux ont eu un élan spontané et généreux envers nous. En premier abord, c'était de prendre souvent attache auprès des équipes et de savoir si nous allions bien. Donc déjà, la première des réponses et la plus simple des politesses, c'était de leur répondre. Et leur fidélité a été sûrement un des premiers moteurs à prendre la parole auprès d'eux. Ensuite, j'avais auparavant, comme beaucoup, une agence de communication qui nous faisait une newsletter gentille, une fois par mois, propre, léchée, élégante, il n'y avait rien à dire. Elle était très secret de voyage. Et puis, comme tout le monde, il a fallu maîtriser un peu les coûts et les dépenses. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne suis pas plus idiote qu'une autre. Je vais sûrement trouver un outil sur Internet pour pouvoir communiquer. Et c'est comme ça qu'est née la première newsletter, peut-être le 1er avril 2020, et qui s'appelle donc À l'heure du thé avec Nathalie, et qui est un rendez-vous maintenant hebdomadaire tous les jeudis à 16h. Ce rendez-vous hebdomadaire, honnêtement, je pensais que je me lançais pour 2-3 mois. C'est la 118e newsletter. Là, dans 20 minutes, la prochaine paraît. Elle est dédiée aux enfants, celle-ci. Et puis alors cette newsletter, il a fallu effectivement la faire vivre. Donc je vous disais que j'étais bavarde, certes, mais il y a un moment où on s'épuise, surtout quand le monde est totalement fermé. Et bien alors là, on y va de son imagination. Je crois que j'ai communiqué sur tout. Ça va des recettes de cuisine en passant par des quiz géographiques. Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration ? Là, franchement, je ne sais pas. Je ne me suis pas encore asséchée. Je me suis pas asséchée. Je crois que je suis... Probablement, et c'est sûrement une des qualités la plus notable chez Secret de Voyage, c'est un esprit ouvert et une curiosité vive pour nous tous et pour tous les collaborateurs. Je crois que François-Xavier, dans son genre, n'est pas en reste. Le plus connecté de la planète Terre, c'est lui. Il sait toujours les dernières tendances, etc. Je suis un peu sur le même schéma. Voilà, la semaine dernière, la newsletter était sur le Festival de Cannes. A priori, aucun rapport particulier avec le voyage. Et pourtant, il y a eu quelques palmes d'or qui ont été vraiment... qui ont mis à l'honneur des destinations, des pays, une façon de voyager. Et ça a été l'occasion, effectivement, de communiquer sur nous aussi des produits qui pouvaient être en rapport avec Taxi Driver, avec la leçon de piano sur la Nouvelle-Zélande, avec... le monde de Cousteau, etc. Et il y avait suffisamment de matière à faire le pont entre le voyage et autre chose. Est-ce que finalement, c'est pas communiquer sur qui on est réellement, c'est-à-dire de ne pas faire croire à une posture, mais vraiment de communiquer sur à quoi on ressemble, qui on est? C'est clair que c'est un espace où on se met presque à nu. Je suis convaincue, dans toute pratique de métier, que la posture ne tient jamais. Soit on y met de l'authenticité, on est soi, et le client l'entend, le comprend. Alors, la seule difficulté à tout cela, c'est qu'effectivement, il y a un vrai accent d'authenticité. La difficulté, c'est que ça s'incarne tellement, et j'avoue que la newsletter, à un moment... maintenant particulièrement que l'activité reprend et que les agendas commencent à être bousculés, ce travail de petite réflexion, de mise en page, de rédaction, etc., je l'aurais bien confié à une de mes collaboratrices. Si ce n'est qu'elle est estampillée Nathalie, cette newsletter. C'est mon wording, c'est ma façon d'exprimer les choses, c'est mon imagination peut-être totalement débridée à certains moments ou qui est peut-être très décalée de notre cœur d'activité qui vend du voyage de luxe. Mais pour autant, c'est un vrai lien qui est établi maintenant, aussi bien avec nos clients d'ailleurs qu'avec nos fournisseurs. On en parlait au moment de la préparation. Ce lien, il est extrêmement important aussi avec les fournisseurs parce que, pour plusieurs raisons. La première, quand on vend du voyage de luxe, c'est qu'on a des demandes parfois très singulières. Je vous donne quelques exemples comme ça, vraiment tirés au hasard. On a rapatrié pour un de nos clients qui faisait un itinéraire en Indonésie, qui au bout de 3 jours de son itinéraire était en manque de son animal de compagnie. Nous lui avons donc rapatrié son perroquet. Donc ça peut paraître complètement fou. Ça peut paraître d'ailleurs de l'ordre du caprice de star, et pourtant c'est la vraie vie de nos clients. Donc il faut absolument le considérer avec beaucoup de sérieux et le traiter avec beaucoup de sérieux.
Donc ces choses-là que nous réalisons et qui sont, c'est pour ça que je nous dis plutôt dans un schéma hybride, un peu tour opérateur, mais aussi beaucoup concierge. Il faut pouvoir arriver à parler à cette communauté de clients et à nos fournisseurs avec beaucoup de crédibilité. Ce que l'on demande n'est pas juste pour empêcher de tourner en rond, c'est vraiment une demande très qualifiée et qui colle à l'attente de nos clients. Donc ce lien avec les fournisseurs comme les clients me permettait de montrer que nous étions debout, en marche, pour prendre une expression très tendance du moment, à quelques jours des législatives, et surtout que notre façon de raisonner était complètement en adéquation avec la demande de nos clients. Et cette newsletter, tu y as pris goût? Ah bah carrément, je suis addict. Voilà. Je sais pas si les autres sont addicts ou pas, mais moi j'y suis addict. Mes concurrents en sont addicts aussi. Est-ce que ça veut dire quelque part que par rapport à des clientèles luxe, il y a un besoin par les dirigeants de la structure, taille restreinte, pas une multinationale, de pouvoir aussi incarner la communication de l'entreprise pour justement se rapprocher des clients et humaniser la relation qu'on peut avoir avec eux? Parce que c'est vrai qu'une newsletter qui pouvait être faite dans l'ancien temps était peut-être impersonnelle, même s'il est bien, même si bien léché, même si bien travaillé, bien écrite, avec une tonalité sympa. De toute façon, au moment où on a repris Secret de voyage avec François-Xavier, pour nos deux expériences qui finalement étaient extrêmement complémentaires, il vient de la distribution, je venais du tour operating classique, on a un goût, mais par valeur personnelle, un goût très fort pour le lien avec les gens. On est une petite structure, c'est ce pourquoi il avait envie d'investir au moment du rachat. On ne cherchait pas une multinationale. On avait envie de quelque chose à taille humaine pour maintenir une relation à taille humaine avec nos clients et nos partenaires. Et donc on a toujours fonctionné avec des événements de proximité. Il y a un intitut personnel extrêmement fort entre les collaboratrices et leurs clients, qu'ils soient d'ailleurs, puisque notre modèle est mixte, on est à 50% en B2B, 50% en B2C. Chiffres d'ailleurs qui ont évolué depuis le Covid. Le poids du B2B était plus important avant le Covid, à 65%. Et aujourd'hui, alors ça reste encore sur des petits chiffres, mais depuis le début de l'exercice, on est à 50-50. Et ce lien, cet institut Personae, on l'a maintenu grâce à la newsletter pendant la période Covid, quand tous les autres ont été aux abonnés absents, et quand je dis les autres, je pense à certains de nos concurrents. Merci de nous avoir laissé un champ aussi libre, parce que on a maintenu ce lien. J'ai fait parler les collaboratrices sur les voyages qu'elles ont aimés, sur des formations auxquelles elles avaient assisté et qui ont fait qu'elles ont eu une appétence particulière pour telle ou telle destination, et on l'a partagé dans la newsletter. Donc ça a maintenu quelque chose, une entreprise qui n'était pas juste en train de communiquer pour communiquer, mais réellement pour partager ce qu'elle était en train de vivre. Et d'ailleurs, j'avais, pendant la période du Covid, complété avec une petite édition qui s'appelait le Journal des bonnes nouvelles, et qui était un partage là, au-delà même du voyage, sur la vie quotidienne et personnelle de nos collaborateurs. Alors, qui avait eu son fils qui avait réussi son bac, qui l'autre devient pilote de ligne, etc. Donc quelque chose de l'ordre de l'intime là aussi, et qu'on adore partager avec nos clients. Ils viennent nous raconter leur vie, pourquoi on ne leur raconterait pas la nôtre? Vous envoyez également des roadbooks à vos clients avant le voyage. Ça a été avant la crise, c'était un format très traditionnel print, et je crois que vous avez développé en tout cas une version, alors au-delà du bénéfice client, je crois que ça vous a permis de gagner aussi en productivité quelque part quand même. Alors là, ça a été mon côté un peu psychomaniaque sur le sujet, c'est-à-dire que je trouvais que les réalisations de mes collaboratrices sur notamment toute la partie édition de carnet de voyage était là aussi jolie, léchée, etc. Mais chacun y allait de sa petite création personnelle. Alors une cousait les pages, d'autres nous mettaient les photos en quinconce. Enfin, chacun y allait sans qu'il y ait de reconnaissance de marque aussi. On a quand même une charte graphique, on a quand même une identité visuelle extrêmement forte, et il fallait absolument harmoniser tout cela. Et puis, il y avait un autre sujet aussi, c'est que on est censé vendre du rêve, on vend des voyages qui sont quand même assez sophistiqués dans leur conception, et jusqu'à présent, on se contentait d'envoyer un très joli devis technique qui ne faisait rêver personne.
et sur lequel, ouais, ça c'est un bout du roadbook qui est envoyé au client maintenant, et sur lequel, franchement, le client, il fallait vraiment qu'il ait un goût tout particulier pour la marque Secret pour avoir envie de signer juste en lisant qu'il avait son vol Air France et telle prestation et X nuits dans un hôtel. Et donc on a fait appel parce que les moyens de Secret de Voyage, on reste une petite PME, hein, donc ce que je disais en préambule pour reprendre une expression là aussi bien connue en période de crise, on n'a pas de moyens mais on a des idées, donc on a fait appel à une autre petite PME qui a développé un outil entièrement digitalisé qui nous a permis à la fois de concevoir nos carnets de voyage de façon entièrement personnalisée, d'implémenter dans le carnet de voyage également toute la partie voucher, convocation d'aéroport, etc. Et également d'intégrer une partie chat, ce qui veut dire que le client est potentiellement en mesure de communiquer avec nous pour modifier telle ou telle prestation. Ça nous a servi également, en fait, ce qui devait être uniquement un carnet de voyage digitalisé a été finalement une édition de programme qui illustre tous les devis techniques et sur lequel je ne fais le constat que depuis quelques mois à peine, mais en tous les cas, il est réel sur le taux de concrétisation. Auparavant, on faisait 11 devis pour un dossier confirmé. En réponse aussi au fait que nous ayons une activité B2B. Hein. Il y a beaucoup plus de demandes de devis sur le B2B que sur le B2C. Et aujourd'hui, on fait 5 devis pour un dossier confirmé. Donc, on est vraiment passé sur quelque chose qui, je pense, a contribué, en tous les cas, qui incarne bien mieux le voyage et qui permet de se transposer de façon plus évidente. Mélanie, comment est-ce qu'on fait pour personnaliser la relation avec les clientèles chez Hurtigruten? Nous aussi, on a essayé de mettre à profit un peu cette période où on avait les voyages n'étaient pas possibles et justement on voulait garder le lien avec nos clients et on a décidé donc de mettre à profit déjà cette période pour former les équipes, bien former sur la destination et enfin sur les destinations et aussi de trouver un moyen puisque pendant un temps notre agence parisienne a été fermée et il nous restait que le call center et donc on s'est dit que pour garder le lien on pouvait proposer des rendez-vous en visio puisque donc sur notre cible de clientèle qui on va dire, et 55 ans, voire 60 ans et plus, le besoin de réassurance est très fort, surtout sur des paniers moyens qui sont assez élevés. Donc, on trouvait que le rendez-vous visio, justement, ça nous permettait d'interpeller le client et de lui offrir un espace où il pouvait poser toutes ses questions et d'avoir quelqu'un en face de lui, donc une relation personnelle, puisqu'il voyait l'agent, il pouvait lui poser ses questions, rentrer dans le détail de son dossier. Et donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place tout début 2021 et qui se poursuit toujours aujourd'hui. Et on a élargi le champ des destinations. Au début, on avait commencé ça sur l'Antarctique, on a fait le Spitzberg, le Groenland, l'Islande. Et là, on va lancer la semaine prochaine les Galapagos. Et c'est un format qui marche plutôt bien. Puisqu'on se rend compte qu'on a une techno derrière, il y a un outil ou c'est du classique visio comme on pourrait le connaître on dans nos a formats un de réunion? outil de visio, Aude, peut-être tu peux me dire, tu connais l'outil ou pas? Non. C'est par Teams? Ouais. C'est des outils, voilà, un rendez-vous visio par Teams. Et du coup, on a un taux de concrétisation environ de 50%, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Oui. Voilà, mais on se rend compte, que ces formats-là déjà, nous. Les gens prennent leurs informations sur Internet, mais après, dès qu'ils veulent rentrer un peu plus dans le voyage, puisque c'est des voyages qui sont vraiment sur des destinations très spécifiques, voilà, ça passe par le téléphone, ça passe par le rendez-vous physique, ça passe par le rendez-vous visio. Est-ce qu'il faut toujours réinventer la roue, d'ailleurs? Enfin,
Parce qu'on en a oublié parfois quelques fondamentaux extrêmement simples, mais cette relation qu'on peut établir avec des clients, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, sont des choses en plus qui ont tellement manqué pendant la période Covid que tout d'un coup, revenir à on s'appelle, on se raconte une histoire, on garde un lien, on s'écrit, on se répond. Enfin, tout ça, effectivement, ne demande ni de l'intelligence artificielle, ni de grands investissements, mais en tous les cas, si la volonté et effectivement, là, je pense que nos deux entreprises l'incarnent assez bien. Cette volonté de garder le lien et d'être dans l'authenticité de la relation et pas au-delà d'une relation purement commerciale, ça me paraît être déjà la première pierre à l'édifice. Tout à fait. Il y a, pour revenir sur la vidéo, on est plutôt au moment de la transaction, de l'achat, pour aiguiller, renseigner et concrétiser, en tout cas, ou améliorer les taux de conversion. Néanmoins, sur un nouveau produit, sur une clientèle existante, ou tout du moins plus exigeante ou plus premium que vous cherchez à capter, je crois que vous avez fait le pari aussi assez fort d'aller sur des contenus ou des formats plus longs. On sort quand même d'une ère très, très snack content, micro-contenu, contenu court, très impactant. Et pour autant, vous avez fait le choix d'aller sur des formats plus longs pour prendre plus le temps d'expliquer le produit, l'illustrer, l'expliquer, l'évangéliser. Là, Thibaut et Mélanie, on parle de format long, mais ouais, je vais être obligé de vous couper parce qu'on a un concours qui suit et une autre intervention. Juste, je réponds en 2 mots. Donc, c'est vrai qu'on avait cette problématique sur les Galapagos. On est connu pour plutôt aller vers les destinations froides et on a un vrai challenge d'aller réchauffer, on va dire, notre cœur de cible. Et c'est vrai que les formats plus longs, donc articles natifs et chroniques radio d'1 minute, nous permettent de pouvoir parler de la destination pour la faire connaître, mais aussi de pouvoir un peu décrire la promesse qu'on a derrière, notre promesse et notre manière de découvrir la destination. Mais ça va aussi dans le sens du besoin de réassurance qu'on dit, donner le plus d'informations possible, donc pour donner envie et rassurer. En tout cas, merci pour ce partage et vos témoignages. Et comme dirait Nathalie, pour ces tests en tout cas, parce que c'est aussi les tests que vous avez opérés ces derniers temps, comme tu dirais Nathalie, celui qui ne sème pas ne récolte rien. Ce sera le mot de la fin et on pourra conclure là-dessus. Faisons. Voilà, et testons. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Merci Mélanie.